Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, on est comme des oufs parce qu'on reçoit un athlète de haut niveau qui est maintenant un entrepreneur dans le domaine de la tech. Si je vous dis qu'il a été triple champion du monde de roller sur rampe, qui détient le record du saut dans le vide le plus haut, un certain 29 mai 2010, 12,50 m du premier étage de la Tour Eiffel. Si je vous dis qu'il détient aussi le record du saut en longueur le plus grand, c'était sur une plateforme au Sacré-Cœur. Maintenant, tu es entrepreneur. Je reçois aujourd'hui Taïg Chris. On est comme des oufs. Ça va, Taïg? Écoute, ça va, super. Bon, Je suis comme cool. un ouf aussi d'être avec vous. Écoute, C'est assez incroyable. On va parler de plein de choses. On va revenir un petit peu sur ton parcours. On va voir un petit peu comment tu as effectué cette transition sportive de haut niveau, entrepreneuriat dans le domaine du digital. Et puis, c'est quoi la suite pour toi? Bien sûr. Moi, je m'appelle Clément Deforge. Je suis sales aujourd'hui chez Excelsior. Je reçois des personnalités de dingue sur ce plateau. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas à cette chaîne pour suivre leur parcours. Bienvenue Taïg Chris en tout cas. Merci. On a l'habitude de commencer les interviews par le CV de l'invité. Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? C'est parti à toi. Alors, je m'appelle Taïg Chris, j'ai 45 ans et j'ai mère grecque, père algérien. Je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans et j'ai été avant tout sportif. Alors déjà, j'ai eu un truc assez inhabituel, c'est que j'ai jamais été scolarisé, même pas une journée en maternelle. Mes parents m'ont jamais envoyé à l'école. Donc, pas, ton brevet, pas de diplôme, etc. Un Donc, self-made man. Voilà, je suis un ultra débrouillard, on va dire. Et je me suis d'abord dirigé sur le sport, parce que c'était ma passion. Alors le roller, c'est pas le foot ou le tennis, c'est un tout petit sport. Mais n'empêche, il y avait des compétitions dans le monde entier et j'ai pu en vivre pendant près de 20 ans. Donc j'avais ce rêve de gamin de devenir champion de roller. Heureusement, j'ai pu y arriver, puisque je suis devenu champion du monde. J'ai réussi à le rester pendant près de 10 ans. Triple champion du monde. Voilà, j'étais plein de fois, en tout cas premier au classement mondial quasiment pendant 10 ans. Et après, l'évolution du sportif était logique en faisant des records avec le saut de la Tour Eiffel, le saut au Sacré-Cœur. Après, j'ai eu aussi une phase en tant que présentateur télé. J'avais mes propres émissions. J'ai dû présenter, je sais pas, 200 émissions. J'avais une émission qui s'appelait le Taïg Show et sur différentes chaînes. J'ai présenté sur, bref, un peu toutes les chaînes, W9, RMC Découverte, même TF1, etc., etc. Après, j'ai eu une vie aussi où j'ai participé à des émissions comme Koh-Lanta, Pékin Express, Danse avec les stars. Pékin Express, j'ai gagné Pékin Express. Donc voilà, j'ai eu plein de vies. Et toujours en parallèle de toutes ces vies, on va dire, de sportifs ou d'hommes de télé, j'ai commencé à créer des boîtes pour penser un peu à l'avenir. Alors au début, c'était des boîtes autour de mon sport. D'abord, j'ai eu un magasin de roller. Après, je conseillais les mairies à fabriquer des skateparks. Au bout d'un certain moment, je me suis dit, je vais fabriquer moi-même les skateparks. Après, j'ai commencé à acheter mes propres rampes et faire des shows en mettant des skateboarders, des BMX, etc. et faire des shows de sport extrême. Donc tu entreprenais, mais toujours dans le domaine du sport. Dans le sport. Pour le coup, Après, à un moment, j'ai commencé un peu plus à me diversifier, où j'ai commencé à vendre des gammes de papeterie pour les enfants à mon effigie. Oui, d'accord, donc je vendais par exemple l'agenda scolaire ou le classeur que les enfants achetaient, Taïg Chris. Tu avais déposé ton nom en fait finalement. Évidemment, j'avais déposé mon nom et je le vendais. Donc je faisais le design la nuit sur Photoshop. J'allais à Carrefour vendre ça auprès des acheteurs nationaux, etc. Je faisais, tu vois, j'étais même multifonction. J'étais vendeur auprès de Carrefour à l'acheteur national, mais également les designs la nuit. Et la boîte a grandi et donc j'ai commencé à acheter d'autres licences. Donc j'ai acheté l'image de Tony Parker, après Matt Pokora, après Christophe Maé, Nintendo, MTV. Donc des personnalités, pas forcément toujours dans le domaine du sport. Exactement. Ça a marché quelques années. Après, avec la crise de 2008, ça a fermé. Mais j'ai quand même beaucoup appris. Il y a eu après d'autres projets que j'ai montés comme une boisson énergétique, comme Red Bull avant que Red Bull se lance en France, etc. etc. Donc j'ai eu plein de vies, un peu d'entrepreneur. Et il y a 6 ans en arrière, là, on va dire, j'ai vraiment fait le grand saut. 2014, du coup 2014, exactement. J'ai fait le grand saut parce que je me suis dit, le sport, je ne peux pas faire mes records toute ma vie. Les projets entrepreneuriat que j'ai eus n'ont pas toujours marché parce que j'étais dans une petite industrie, les sports extrêmes, la grande distribution, etc. Des trucs de niche, quoi, limite. Des trucs de niche. Donc je me suis dit, sur mon lit d'hôpital, j'avais la jambe cassée. Parenthèse aussi,
J'avais fait des courts-métrages, des cours de comédie des années. J'avais un long-métrage où je devais jouer le premier rôle. Du coup, j'avais doublé un acteur américain dans un film, des mecs qui ont fait Matrix, un film à 300 millions d'euros. Et sur le tournage, je me suis cassé la jambe. Ok. Et donc, c'est pour ça, il y a 6 ans, c'était une remise en question générale, puisque la jambe cassée, j'ai pas réussi à monter mon film. Les records, j'avais du mal. L'entrepreneuriat, il fallait que je me réinvente. Tu avais besoin d'un nouveau souffle, en fait. Exactement. D'accord. Et c'est là où je me suis dit, je vais me lancer dans la tech. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai une nouvelle vie dans la tech depuis 6 ans. Nouvelle vie dans la tech. Alors justement, donc c'était long comme intro, je suis désolé. Non, mais attends, beaucoup de choses. Super parcours. Alors justement, cette nouvelle vie dans la tech, elle se caractérise par une boîte que tu as montée qui s'appelle On-Off. Tu as le suite. Exactement. Alors une boîte et maintenant une deuxième boîte. Ouais, une deuxième boîte. Voilà, maintenant je me retrouve carrément CEO de 2 boîtes en même temps, ce qui est assez inhabituel, mais je vais raconter l'histoire. Donc On-Off, globalement, c'est une application qui permet d'avoir un deuxième numéro, un deuxième 06, en un clic sur son portable, et on n'a pas besoin d'avoir une deuxième carte SIM. C'est juste une appli. Donc en gros, vous voulez un numéro professionnel. Un numéro virtuel, quoi, du coup il est bien réel. Alors oui, il est virtuel parce qu'il n'est pas attaché à une carte SIM, mais c'est un vrai numéro. On peut se créer un WhatsApp avec ce numéro. On veut un numéro pour vendre sa voiture sur le Bon Coin. On a un clic, on prend un numéro pour une soirée. Ou un appart parisien, tu sais, quand tu es débordé d'appels ou des trucs comme ça. C'est ça, ou même, alors en parlant de Parisiens, il y a même des gens qui peuvent prendre un numéro pour de la rencontre. Quelqu'un qui s'inscrit sur un site de rencontre, il ne veut pas donner son numéro. Je suis d'accord. Voilà. Et donc, ça a été très très dur à faire parce qu'il fallait créer un vrai opérateur mobile mondial, avoir les licences, connecter les antennes, etc. Et donc, il fallait des millions d'euros. J'ai heureusement réussi à convaincre tout mon entourage d'investir un petit peu. Donc, il y a 130 personnes qui ont investi 10 millions d'euros. Ça m'a permis de démarrer et de faire grandir la boîte au bout des années, après quelques années, de devenir aussi expert en télécom. Finalement, les fonds d'investissement ont rajouté 10 millions d'euros. Donc, en résumé, on a levé 20 millions, maintenant on est rentable, on devrait atterrir autour de un peu moins de 20 millions de CA cette année. On est en tout sur les 2 boîtes quasiment 100 personnes, on est proche des 100. Donc c'est une super aventure. Incroyable. Et du coup, pourquoi t'être lancé dans les télécoms ? C'est du sport au télécom. J'ai compris qu'effectivement, tu avais testé plein de choses. Est-ce que tu t'es dit, ce secteur, il y a un truc à faire ? Parce que souvent, toi, les entrepreneurs, ça part souvent d'un problème. Ils se disent, machin, admettons, j'ai besoin d'un double numéro, j'ai besoin d'une double SIM. Est-ce que toi, tu as rencontré un problème ? Évidemment que j'avais bien envie d'avoir un deuxième numéro sans avoir une deuxième carte SIM. Même quand je perdais mon téléphone, je me disais, mais c'est ridicule de devoir repartir physiquement dans un magasin pour récupérer cette carte SIM ou mon numéro, parce que le numéro était coincé à la carte SIM, on est d'accord. Moi, ce que j'ai inventé, c'est que j'ai délogé les numéros des cartes SIM, et ils sont virtuels. Quand j'ai plus de batterie, je peux prendre la tablette ou un ordinateur d'un pote ou un téléphone d'un pote, et en un clic, récupérer mon 06, mes SMS, mes appels et mes contacts, via On-Off, sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Donc, si tu veux, bien sûr que ça faisait partie d'un problème, mais d'une façon générale, je me suis dit, il faut que je me réinvente. Il faut que je choisisse une industrie où il y a vraiment du potentiel. Pour le coup, les télécoms, c'est pas là où il y aura la crise. Et j'ai bien fait de choisir ça parce que tu vois, la période du Covid, pour beaucoup de gens, ça a été dramatique. Et heureusement que j'ai choisi les télécoms parce que même dans des périodes de catastrophe comme ça, en termes d'industrie, tout le monde a quand même besoin de s'appeler. Et donc, ma boîte on va dire qu'elle est rein assez solide. Donc, c'était une des raisons pour laquelle je l'ai choisi. Ok, donc On-Off se développe bien, les années passent. Les années passent, ça a été un vrai challenge parce que partir tout seul sur son lit d'hôpital, sans rien connaître, sans argent, sans expérience là-dedans. Sans réseau peut-être dans cette industrie-là. Exactement, et sans aucune crédibilité. C'est-à-dire que quand j'arrivais et que je disais aux gens que je voulais créer un opérateur mobile mondial, les mecs ils explosaient de rire et ils n'y croyaient pas une seconde, ils avaient raison en quelque sorte. Comment justement tu franchis les étapes ? Quel mindset tu as ? Est-ce que c'est le sport qui t'a aidé à ça justement ? Alors non, pour franchir ces étapes-là, parce qu'à juste titre, beaucoup d'investisseurs me disaient mais pourquoi on doit te faire confiance ? Pourquoi ce que tu nous dis peut être réellement faisable, même techniquement. Donc, j'ai travaillé, ça c'est peut-être le côté sportif, travaillé comme un dingue, comme un acharné, pour devenir expert télécom, être incollable. Donc vraiment, j'ai même maintenant, aujourd'hui, inventé des brevets dans les télécoms. J'ai réussi, avec les brevets que j'ai inventés, à faire évoluer la loi en France dans les télécoms. C'est-à-dire le régulateur a changé la loi avec les inventions que j'ai faites. Donc en fait, à la fin, je devenais tellement expert, je savais sur le bout des doigts comment on connecte les antennes, la régulation, toute la technique des télécoms, que… Tu as réussi à convaincre finalement, je disais aux investisseurs, écoutez, je vous comprends que vous avez des doutes, embauchez un chef architecte télécom,
un expert du métier. Il va vous coûter peut-être 1 000 € par jour. Mettez-le face à moi et vous verrez. Je pourrais avoir une discussion sans problème. Même mieux que ça, je pourrais le challenger et lui apprendre des trucs. Ok. Donc c'est avec la performance que j'arrivais à contrer ça. Ok. Donc tu as complété par vraiment une grosse force de travail. Le travail, pas de raison. Okay. Comment tu gères la transition, encore une fois c'est ça, c'est comment tu gères, je suis sportif de haut niveau, je monte une boîte, ok, je bosse, mais concrètement, c'est des rencontres qui t'amènent à monter des boîtes, à identifier des problèmes. Si tu veux, c'était plus profond que ça. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un sport où, comme je le disais au début, c'est pas le foot ou le tennis, donc je gagnais pas beaucoup d'argent. Et j'ai pas fait d'études, comme je te l'ai dit, j'ai jamais été à l'école, donc j'ai aucun bagage. Je viens pas d'une famille fortunée, et mieux que ça, j'ai la responsabilité familiale de mes parents depuis 25 ans, donc j'aide mes parents financièrement. Donc si tu veux, depuis mon jeune âge, quand je commençais à devenir champion de roller, j'avais cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête qui me disait « Attention, si tu te casses la jambe, les contrats de pub vont s'arrêter, tu vas plus pouvoir vivre et surtout tu vas plus pouvoir aider ta famille. » Donc il a fallu que je sois très très ingénieux. C'est pour ça que pour rebondir. C'est pour ça que j'ai été toujours dans la recherche d'autres projets, que j'ai commencé à devenir un présentateur télé, à faire plein d'autres choses, à créer des boîtes. Mais j'ai pas évidemment tout réussi. Plein de boîtes que j'ai lancées au début se sont plantées. Mais j'étais obligé. Tu as appris à chaque fois de tes échecs, j'imagine, et c'est comme ça aussi. J'ai appris de mes échecs, mais j'ai été obligé d'être très 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 proactif, à me prendre par la main moi-même. Parce que sinon, c'était l'échec assuré. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Donc, On-Off se développe bien. On passe à Album. Exactement. Alors, On-Off se développe bien. Comme je le disais, on est rentable. On est, je sais pas, 70-80 sur On-Off. Tu aurais pu rester sur ce projet, quoi. Bien sûr. Et c'est un sacré challenge. Ça doit bien t'occuper. Voilà, mais je voyais comment les réseaux sociaux changent le monde et je me dis pourquoi pas essayer moi aussi d'en faire un. J'ai pas la prétention de le réussir, mais en tout cas l'ambition de le réussir, tu vois. Et tu peux nous pitcher justement rapidement. Je vous pitch. En gros, je suis parti du constat que les réseaux sociaux, un peu comme Instagram, déjà rendent un peu toute la jeunesse dingue, parce qu'on est toujours à la recherche d'avoir une vitrine publique avec le maximum de followers, et les gens, ils oublient un petit peu la vie réelle. Donc ça, c'était quand même un peu triste. Premier constat. Premier constat, c'est un constat même triste en termes de humain, c'est-à-dire je vois que tous ces jeunes sont toujours à la recherche d'une vitrine publique et la vie vitrine devient plus importante que la vie réelle. Tu vois ? Donc ça, c'était triste. Le deuxième problème quand même que j'ai constaté, c'est que notre data, elle est espionnée par toutes les boîtes du monde entier, et notamment les GAFA, qui connaissent toute notre vie, toutes nos photos, tous nos messages. Ils savent ce que tu dis sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc qui est le plus privé au monde, c'est les photos et les vidéos qu'on a dans nos téléphones. Ils sont même plus privés que les conversations qu'on envoie, parce que nos photos et nos vidéos, c'est l'image de notre vie. Et on a des milliers de photos et vidéos qui dorment dans nos téléphones. Et je me suis rendu compte que les photos et les vidéos qui dorment dans nos téléphones, on ne les met pas en 100% sur Instagram. Sur Instagram, c'est comme je l'ai dit, juste la vitrine. C'est la crème de la crème. Le nectar. Voilà, le nectar, tu vois. Alors pourtant, on a 10 000 photos ou vidéos sur notre téléphone. Et aujourd'hui, quand on les envoie à des potes, on les envoie dans des conversations WhatsApp. La qualité, elle est baissée. Et en plus, ça se mange dans la conversation, c'est pas fait pour. Donc je me suis dit, je vais pas réinventer la roue. Je vais pas faire un réseau social avec des followers où on rend tout le monde dingue. Je vais faire un sort de WhatsApp de la photo. Donc c'est une application qui s'appelle Album, qui est téléchargeable sur l'Apple Store. C'est Album au pluriel et avec un S. Et le site internet, c'est albums.app. Au pluriel. Et donc, ça permet simplement de te faire un album collaboratif pour qui tu veux. Donc, ta meuf et toi, tu te fais un album, un autre album pour tes parents, un autre album pour tes potes quand tu pars au ski ou à la mer, un autre album pour tes collaborateurs. Tu peux inviter qui tu veux à regarder ton album, etc. Même pas qu'à regarder, à interagir. Et tu peux décider qu'est-ce que tu donnes comme accès à n'importe quelle personne. Et personne ne peut savoir combien tu as d'albums. Moi, par exemple, je vais t'inviter dans un album. Tu croiras que j'ai qu'un album, mais peut-être j'en ai 300 autres, exactement, que j'ai partagé à d'autres personnes. Et si je te donne un accès, par exemple, collaboratif,
tu vas pouvoir poster tes propres photos et vidéos dans mon album Ok. et on va commenter les. Donc c'est très très. Donc, en Et fait, on réduit ouais. pas la qualité et on est le plus sécurisé au Et monde. la En tout cas, sécurité, justement, alors comment ça alors, se passe, la sécurité? Tu es en France, du coup? on est en Qui dit France. sécurité dit… On est en France, mais mieux que ça, j'avais pas envie sur la sécurité de faire finalement du marketing et dire Ouais. voilà, on est sécurisé et c'est tout. Donc j'ai démarré un processus auprès de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Institut national de la sécurité des systèmes informatiques français. Ok. C'est globalement l'institut qui vérifie tous les systèmes de l'armée, pour donner un exemple. Donc c'est Ah oui, le niveau le plus haut au monde de sécurité. ça marche. C'est un très très long processus, ça prend quasiment 1 an de validation. Globalement, tant que ils arrivent à trouver des failles dans ton système, tu n'as pas la certification. Donc en fait, tu leur soumets ton produit, ils te cherchent tous les backdoors, Ouais, et c'est Ils un te le passent processus. à la moulinette. Ils te le passent à la moulinette, Ok. et s'ils trouvent une backdoor ou quoi, une faiblesse, globalement, tu passes pas et tu dois réitérer comme ça jusqu'à arriver à passer. Mais à la fin, quand on obtiendra en tout cas le visa de l'ANSSI, on pourra l'afficher sur notre site internet Ouais. et on pourra même officiellement dire qu'on est l'application de photos et vidéos la plus sécurisée au monde. Ok, c'est pas rien comme argument pour le Ah coup. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est un réseau social de plus. Comment tu décides de te lancer dans cette… Alors dans déjà, oui, c'est un réseau course-là, social. tu vois, c'est… Ouais, déjà, c'est un réseau social. T'as pas peur demain, par exemple, je te dis WhatsApp ou Instagram lance une fonctionnalité album, comment ça se passe? Ou alors Non, bien peut-être sûr, que la mais- stratégie, c'est aussi de se faire racheter par ces boîtes-là. Alors, et j'espère pas, moi j'ai pas envie évidemment, et j'espère que, quand je dis j'espère pas, j'espère que les fonds d'investissement français et européens, Ouais. surtout si les grands Américains arrivent pour vouloir nous racheter, que les fonds français et européens nous donnent les moyens de ne pas vouloir vendre Ouais. et de pouvoir accélérer par nous-mêmes. D'accord. ok. Pour donner un exemple, il y a une application Zenly qui a été rachetée par Snapchat. Je connais les fondateurs, ils ont fait un travail incroyable et c'est génial. Ils ont vendu je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros, je crois 200 ou un peu plus de 200, je ne connais pas le chiffre. Mais bien sûr que si tu avais Snapchat qui était allé les voir, ce qui a été le cas, quand Snapchat a été les voir, leur a dit je vous achète par exemple 200 millions d'euros, Ouais. si en face tu avais un fonds d'investissement français qui leur dit je vous donne les 200 millions pour que vous grandissez et que vous accélérez le business, les fondateurs auraient sûrement préféré rester à la Ouais, tête du ouais, truc. ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est quand tu n'as pas d'autres opportunités, il faut être réaliste, tu es jeune, tu n'as pas spécialement d'argent de côté ou quoi que ce soit, tu as quelqu'un qui te propose des centaines de millions d'euros pour sécuriser tout ton avenir, c'est dur de ne pas refuser. Mais c'est important que les investisseurs comprennent l'enjeu qu'il y a derrière les réseaux sociaux français et européens. Il faut les soutenir, quoi. Il faut les soutenir. Pour pas se faire piquer et qu'il n'y ait que des Américains. J'ai rien contre les US, ils sont plus forts que nous. Ouais, bien sûr. Ils sont géniaux. Ouais, mais avoir un peu la souveraineté de la data, etc. Comment tu développes un réseau social? Est-ce que tu passes par une levée de fonds obligatoire? Obligatoire. Si tu veux, déjà sur Album, oui, c'est un réseau social, mais pas vraiment. C'est plus un outil social. C'est pour ça que c'est un peu à la WhatsApp. Un réseau social, ce que j'appelle un réseau social, c'est vraiment avec des followers, d'un compte public. Oui. Là, il n'y a pas d'enjeu de nombre d'abonnés ou ce genre de choses. Là, non, si tu as envie de faire des albums que pour toi et que personne d'autre connaît tes albums parce que tu peux stocker jusqu'à 30 Tera de photos et vidéos là-dedans, tu peux le faire, personne n'est au courant. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est plus un outil social. Mais quand même, quand tu t'attaques à des applis du niveau d'un Instagram, d'un Snapchat, d'un Facebook, techniquement, tu as une barrière à l'entrée gigantesque. Ouais, c'est ça. Parce que eux, c'est des centaines de millions d'euros d'investissement, des milliers d'ingénieurs là-dessus. Et le public, si ça marche pas bien, surtout sur la photo et la vidéo, ils vont dire désolé, c'est nul. Tu n'as pas deux occasions de faire bonne impression. Donc en fait, c'est sûr que ça crame beaucoup de cash et je suis obligé de faire des levées de fonds. On lève en ce moment 2,5 millions sur Album, qu'on est quasiment en train de clôturer. Et on va lever pendant des années pour craquer le modèle. Ok, très bien. Écoute, en tout cas, c'est plus clair sur la partie album. Du coup, j'ai encore plein de questions à te poser. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Écoute, de quoi je suis le plus fier? Je suis le plus fier, c'est difficile comme question. Non, mais je crois que je suis le plus fier sur l'échange et le partage de… Parce que bien sûr, il y a deux types de fierté.
il y a, on va dire, la fierté un peu égoïste, personnelle, des rêves perso qu'on a. Moi, je le vois comme des pages. J'avais ce rêve de rider, j'avais envie d'être champion du monde. Évidemment, d'arriver à aller au bout de ce rêve, c'était une fierté incroyable. Ouais, bien sûr. D'arriver à monter un événement comme la Tour Eiffel, c'était un truc incroyable. Donc à chaque fois, c'est des fiertés personnelles et un peu d'ego quand tu tournes ces pages. Mais quand plus tu avances dans la vie, tu te rends compte que c'est sympa l'ego, mais c'est pas hyper important. Ce qui est important, c'est au contraire qu'est-ce que ça renvoie comme image aux gens, et est-ce que ça peut aider justement d'autres gens à oser, à entreprendre, à y croire, à aller de l'avant. Tu vois, donc c'est plus ce partage qui me plaît. Si tu avais des conseils à donner à des personnes qui veulent se lancer, là, qui regardent cette interview, ils disent ok, t'as écrit, il a réussi à switcher d'un monde à un autre monde, il a réussi à monter des boîtes. Sûr. C'est quoi ton conseil? Alors, j'ai plein de conseils là-dessus. Peut-être le plus important. Ouais, le plus important, c'est avant tout d'être passionné. Ok. Vraiment. Passionné par son sujet. Ouais, parce que en fait, quand tu es passionné, déjà, la passion, tu la transmets à tout le monde. Ouais. Et quand tu la transmets à tout le monde, t'embarques avec toi plein de gens. Évidemment, tu comptes pas tes heures puisque tu es passionné, tu y penses toute la journée puisque tu es passionné, tu as des idées, tu es enthousiaste, etc. Après, comment dire, beaucoup de gens, quand ils entreprennent, ou d'une façon générale, dans n'importe quel projet, ils traînent un petit peu avec eux un boulet de leur éducation ou de leur entourage, qui la petite voix qui leur dit « tu es tout seul ». Tu n'y connais rien, ça va être difficile, mais tu n'imagines pas les problèmes, tel problème, tel problème. Donc en fait, le mec n'a même pas démarré. Il a déjà ces petites voix intérieures, ou même pas, ou même son entourage, qui l'assomment de problèmes. Moi, je leur dis, ne pensez pas aux problèmes à plus de 24 heures. Ils vont arriver, mais vous serez beaucoup plus fort quand ils seront devant vous, et quand vous allez trouver des réponses concrètes aux problèmes qui sont là. Ça ne sert à rien d'imaginer des problèmes futurs qui vont sûrement être très différents de ceux qui vont arriver. Il faut juste se lever le matin avec l'étoile au loin qu'on suit, qui est de créer une multinationale ou sauter de la tour. C'est fixer un cap, quoi, du coup. Fixer un cap. Ouais. Et après c'est le travail et la machine de travail. Je me suis rendu compte que dans mon sport, par exemple, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus doués que moi. Ouais. Mais vu que j'étais plus travailleur et acharné et passionné, j'arrivais à battre tous les doués. Donc en fait, c'est ça aussi une phrase, c'est quel que soit votre univers, que vous ayez fait des grandes études, si vous en avez fait, ça aide, mais c'est pas parce que vous en avez fait. C'est pas ça qui te définit sur la durée, quoi. Ce qui va définir, c'est faire des grandes études, c'est comme quelqu'un qui était doué, mais c'est pas tout. Finalement, celui qui gagne et celui qui est imbattable, c'est celui qui travaille comme un acharné et qui se remet en question et qui est passionné. Ok. Quelle est la personne que tu as rencontrée qui t'a le plus inspiré? C'est une question difficile parce que en fait, je m'inspire de toutes les personnes que je rencontre et je pioche des petites idées d'inspiration de tout le monde. En fait, vu que j'ai jamais appris les choses d'une façon scolaire et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un ultra débrouillard, j'ai créé j'ai une façon de penser où je suis comme une éponge à essayer de récolter le maximum d'informations. Donc en fait, je challenge tout le temps ma vision et je pique des idées partout. Après, des gens évidemment que j'aime bien parce qu'ils se remettent en question et ils bougent les lignes, c'est des gens qui restent pas dans leur zone de confort et qui pensent des choses incroyables. Et Elon Musk, et c'est pas très innovant de dire ça, mais c'est la réalité. Il avait fait des succès financiers, il n'en avait rien à foutre finalement d'avoir ou pas fait ses succès financiers. Il a mis du all-in à chaque fois pour aller de l'avant et ce qui était important, c'était le rêve et de faire de grandes choses. Peu importe la prise de risque, finalement, c'est un mec qui a un rêve. Voilà, c'était le côté rêveur, le côté aller là où les gens lui disaient que c'était impossible. J'imagine, moi dans les télécoms, les gens rigolaient comme au début quand j'arrivais. Je pense qu'Elon Musk, c'était fois 1000 quand il arrivait dans le monde des. Et ces gens-là, aujourd'hui, doivent te prendre beaucoup plus au sérieux, en plus, vu la réussite. Mais pour Elon, je me rappelle, j'avais entendu parler, il y a un copain qui l'avait vu, et il avait vu débarquer à une réunion de la NASA ou je ne sais pas quoi, où il y avait tous les ingénieurs de la NASA et tout ça, et il leur a dit je suis en train de créer une start-up. Ils étaient 3 ou 4 dans sa boîte, donc ils étaient personne. Et il a dit je suis en train de créer une start-up et dans 10 ans vous allez être morts. Tous les mecs ont rigolé, quoi. Quand tu arrives chez la NASA et que tu dis ça, forcément. Mais bon, au final. 10 ans plus tard, on sait où on en est. Est-ce que la tech te fait peur?
Écoute, la tech ne me fait pas peur parce que pour l'instant, l'homme contrôle la tech encore largement et on est très très loin avant qu'on perde le contrôle. Mais c'est sûr qu'il y aura un moment, je ne sais pas, j'espère que je le verrai dans ma vie, mais je ne pense pas que je le verrai parce que ça sera très compliqué à fabriquer. C'est de fabriquer une intelligence, une vraie intelligence artificielle qui pense par elle-même pour de vrai comme un humain. Okay. Et donc ça... Tu as peur qu'il y ait des débordements à ce niveau-là? Bah, si tu veux, la connaissance que nous on a, que toi tu as, que moi j'ai, c'est en réalité le cumul de toutes les rencontres qu'on fait, de tous les gens qu'on voit sur une vie, donc sur 20 ans, 30 ans, 100 ans, etc. Par contre, si tu as une intelligence dans l'ordinateur comme ça, il suffit de lui rajouter de la puissance et il peut avoir 10 millions, 1 million de fois plus d'expérience que toi et moi. Donc tu te rends bien compte que si par exemple demain tu peux parler à une machine qui n'est pas quelqu'un qui connaît des réponses, qui a une vraie intelligence, on n'en est pas là techniquement, mais un jour ça arrivera. Si cette machine a 1 million de fois plus de ça, ou 10 millions de fois plus de savoir que toi, c'est compliqué. Ouais. Parce que faut rester près du bouton rouge, quoi. Bah oui, l'arrêt d'urgence. Si tu veux, c'est que ça, c'est comme toi quand tu parles à un singe, tu as beaucoup plus d'intelligence que lui. Ben, la machine, elle aura un peu ce sentiment, parler avec nous. Elle parlera à des gens qui sont des petits enfants qui comprennent rien à la vie. Le truc le plus con que tu as entendu dans la tech? Alors là, allez, on veut du dossier. Non, j'ai pas de dossier particulier, mais si tu veux, c'était assez marrant parce que je comprenais tout le langage de la tech au début, je le comprenais pas. Tu vois, tous les mots, les KPI, MIU, SAS. Donc, si tu veux, je débarquais là, je me retrouvais dans des réunions, j'entendais tous ces mots et je faisais semblant de comprendre. Okay. Et quand je sortais de la réunion, je disais, mais dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire exactement SAS tu vois. Donc c'était assez marrant. Excellent, excellent. Ton plat préféré? Ah, ma mère est grecque, j'aime beaucoup la cuisine grecque, évidemment. Là, je vais partir en Grèce cet été et j'ai hâte de manger des salades grecques, du poulpe, des mésés, etc. Trop bien. Comment tu souhaites terminer cette interview? On arrive au terme justement de cet échange, Taïg. Écoute, pour terminer... télécharger album. Évidemment, télécharger album et on-off. La base et voilà, on-off. Et on-off, les deux apps, elles sont sur l'App Store toutes les deux. Et d'une façon générale, de pousser tous les entrepreneurs, filles et garçons, à y aller. En tout cas, c'est ouvert à tous, c'est ça que j'ai envie de dire. À nouveau, je ne suis pas né d'une famille riche, je n'étais pas dans la tech, et pour l'instant, j'y arrive. Donc en fait, dans la tech, il y a tellement aujourd'hui de possibilités et de moyens. Il faut juste comprendre les codes, et l'avantage, c'est qu'on peut apprendre les codes relativement facilement sur Internet. C'est une source incroyable d'inspiration. Donc, il faut y aller et voyez les choses en grand. En tout cas, tous les entrepreneurs qui vont se lancer. Pas réfléchir petit, quoi. Vraiment tout de suite. Parce que ça m'attriste d'une façon générale de voir que c'est finalement les GAFA qui contrôlent le monde. Il faut aller les concurrencer, quoi. Voilà, je ne suis pas en train de dire les GAFA c'est mauvais, etc. Ils sont juste plus forts que nous, mais parce qu'ils partent d'une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus internationale. Donc soyez passionnés, voyez les choses en grand, allez-y, il y a de la place pour tout le monde et c'est que le début. Et vous allez changer le monde et faire rêver tout le monde. Et si j'ai la chance de transmettre un peu, maintenant ça sera à vous à l'avenir de transmettre. Bon, il n'y a plus qu'à suivre tes conseils, Taïg, en tout cas. Exactement. Merci infiniment de ta présence sur ce plateau. C'était génial, en tout cas, de te rencontrer, de te poser ces questions. Merci de nous avoir suivis sur cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, à liker nos différentes publications. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel invité, un nouveau sujet. Salut les amis, ciao.